Après son diplôme de master en biochimie, Florence Koné occupe successivement des postes de responsabilité au Grand Moulin d'Abidjan et à Nestlé avant de créer son agence de communication Advantage Conseil en 2004. Recevons pour ce numéro d'African Woman 2.0 cette entrepreneure chevronnée, initiatrice du Festival des Grillades d'Abidjan, qui depuis 2008 est le plus grand événement gastronomique et culturel de Côte d'Ivoire. Florence Koné fait partie des femmes entrepreneurs ivoiriennes qui inspirent la jeunesse de ce pays. Elle est directrice générale d'Advantage Conseil, une agence de conseil en communication, marketing opérationnel et événementiel. Créée en 2004, Advantage s'est positionné en leader dans la communication événementielle avec son événement maison, le Festival des Grillades d'Abidjan, qui depuis son lancement en 2008 draine chaque année de plus en plus de visiteurs. Récipiendaire de plusieurs prix, Florence a un engagement permanent dans le domaine social. En 2017, elle crée la fondation Advantage pour l'éducation de la jeune fille. Elle est aussi à l'origine de plusieurs initiatives en Côte d'Ivoire, dont la formation et l'insertion des jeunes dans la restauration, la réhabilitation d'écoles primaires publiques de quartiers défavorisés et l'aide aux enfants handicapés psychiques. Bonjour Florence. Bonjour Aïssata. Merci d'être avec nous sur le plateau d'African Woman 2.0. C'est un plaisir et un honneur. Merci Florence. Ça a été difficile de te retrouver dans la ville. Ah bon? Mais pourtant, je suis là avec beaucoup de plaisir. Ah bon? Je ne reviendrai pas sur le ah bon là, mais bon. Alors dis-nous un peu, tu as un diplôme en biochimie et on sait qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui s'intéressent à cette filière. Pourquoi avoir choisi la biochimie? Ben, je peux t'assurer que c'est un domaine qui ne m'intéressait pas du tout. Ah bon? Alors, quand je suis en terminale, mes parents me voient comme un médecin. Ils veulent que j'intègre la faculté de médecine ou de pharmacie. Mais je pense que l'État de Côte d'Ivoire a vu en moi une biochimiste potentielle et m'a orientée dans une filière qu'on appelle CBG, chimie, biologie, géologie. Donc, vraiment une filière qui ne me géologie passionnait. en plus. Ah non, géologie, avec tout ce qu'il y a comme roches, comme cailloux à identifier. Ça a été vraiment une période assez difficile, je peux t'assurer. Et donc, après un DUS 2, je m'oriente vers la filière qui m'intéresse le plus, la biochimie. D'accord, oui. C'est comme ça que je sors de l'Université nationale de Côte d'Ivoire avec une maîtrise de sciences et techniques, option biochimie. Tu dois être peut-être la seule... La seule ivoirienne diplômée d'un master. Non, vous êtes nombreuses? Ah non, on est nombreuses. J'ai ma sœur aînée justement qui est très passionnée, a poursuivi jusqu'au PhD aux États-Unis. Donc il y en a que ça intéresse. Waouh, c'est très bien ça. Ouais. Mais toi, tu as préféré rester dans la biochimie, c'était plus intéressant. Exactement. D'accord. Oui. D'accord. Et je trouve que ça se rapproche, je disais ça tout à l'heure, je trouve que ça se rapproche un peu quand même de la cuisine. Parce que la cuisine, c'est en quelque sorte une chimie. Parce que j'ai vu qu'après, pendant ton parcours, tu as travaillé dans plusieurs multinationales en tant que nutritionniste et tout ça. Et retrace-nous un peu ton parcours justement. D'accord. Alors, donc je te disais qu'après le bac, un bac scientifique que j'ai obtenu au lycée des jeunes filles de Bingerville, je suis orientée en CBG. Et donc, clopin, je ressors avec ma maîtrise de biochimie. J'ai dit clopin parce que je reprends ma deuxième année de faculté. Ouais. Pas du tout passionnée par ce que je faisais. Et donc, je sors avec une maîtrise de biochimie. Et donc, pour avoir un peu d'expérience, je rentre à l'Institut Pasteur où je fais un stage en microbiologie des aliments. Et donc analyser tout ce qu'il y a comme microbes dans les aliments et je peux t'assurer qu'il y en a. Je ne veux pas savoir. Dans les aliments. Et donc après l'Institut Pasteur, j'intègre les Grands Moulins d'Abidjan en tant que responsable assurance qualité où je passe 2 ans. Et après, je suis recrutée par Nestlé Côte d'Ivoire. J'intègre la direction marketing de Nestlé Côte d'Ivoire, mais en tant que spécialiste en nutrition, pour travailler au développement de nouveaux produits et tout ça. Et c'est là que je perds ce virage à 180 degrés vers la communication, vers la vente, vers le marketing, des métiers que je découvre au sein de Nestlé et que je me dis, waouh, je pense que c'est ce que je veux faire. Ouais. Et donc, mais tu as passé combien de temps à Nestlé? J'ai passé quand même 5 ans à Nestlé. 5 ans.
donc dans divers départements. J'ai commencé au service consommateur, donc juste pour développer les produits, rechercher un peu les nouvelles tendances de produits et tout ça. Donc, quand vous voyez de nouveaux bouillons qui sont lancés, ça veut dire qu'on allait au fin fond de la Côte d'Ivoire, on a étudié les habitudes de consommation au nord, au sud, à l'est, au centre des femmes, et on se dit, ah, il y a peut-être quelque chose qu'il faut faire pour sortir un bouillon qui matche avec les habitudes des femmes. Et donc, après le service consommateur de Nestlé, je vais à la direction des ventes. Donc, je suis vendeuse, comme dit vendeuse responsable de secteur, avec un DINA comme véhicule de service. Donc, secteur à couvrir qui est Yopougon, les marchés et les boutiques de Yopougon. Donc, je connais Yopougon comme ma poche. Mais c'est pas mauvais, hein, oui, c'est ce que j'allais dire. Voilà, de Trois-Rouges à Ouassakara, je connais Yopougon comme ma poche. Et donc, après la direction des ventes, j'atterris dans un autre département de la direction des ventes, mais qui s'occupe de tout ce qui est consommation dans les foyers, hors du foyer plutôt, le food services. D'accord. Et donc, Maki, Aboki, et voilà. Et donc, c'est là où je commence à comprendre cet univers de consommation-là et que je maîtrise tout ce qui est Maki, tout ce qui est... Et puis après cette direction des ventes, là, j'atterris au marketing en tant que gestionnaire de produits. Wow. Et donc après ces 5 ans, je pars du CIFCA, de Nestlé. Tu vas à CIFCA. Et je vais à CIFCA, où je passe 2 ans. Mais c'est là où l'entrepreneuriat a déjà fait son chemin dans ma tête. Voilà. Et donc, tu quittes CIFCA en 2004, c'est ça? Et tu ouvres ta propre entreprise. Exactement. Alors, pour parler d'historique en matière de création d'entreprise, ma première entreprise, je l'ai créée en réalité quand j'étais étudiante. Alors, j'ai beaucoup travaillé comme hôtesse d'accueil pour divers événements, pour diverses agences. Ah oui, oui. Et à force, avec une amie, on s'est dit, on peut le faire. Donc, vous avez créé une agence. On a créé une agence sur le campus. On n'avait pas de bureau. D'hôtesse. Et on recrutait nos hôtesses sur le campus. On faisait nos tenues chez le couturier du bâtiment. Absolument. On affichait les avis de recrutement sur les couloirs du campus. Et on a travaillé comme ça pendant 1 an jusqu'à ce qu'on ait nos diplômes. Super. Et qu'on parte. Et après, il fallait survivre un peu parce qu'on n'a plus la bourse d'étudiants et c'était assez difficile. Et donc, c'est là où, avec la pression des parents, on cherche un travail et voilà. C'est là que tu as commencé à travailler. Exactement. Donc, tu étais déjà rentrée dans l'entrepreneuriat. Oui. Et là, la fibre de l'entrepreneuriat te reprend en 2004 et tu crées ton agence. Exactement. Advantage. Je crée Advantage. Avant Advantage, je veux dire, il y a eu une entreprise de production de jus, il y a eu une autre agence d'hôtesse. Tout ça pendant que tu travaillais. Une autre couture. Oui, pendant que je travaillais. Et donc, la dernière entreprise que j'ai créée avec mon époux, justement, c'était cette unité de production de jus et d'eau. Et là, j'ai vu mes patrons, je leur ai dit, ben, écoutez, je pense que je vais partir dans pas longtemps parce que j'utilise, comment je dis, mes temps libres pour gérer une activité de production de jus. Et là, le patron, il m'a dit, OK, c'est peut-être pas très évident de travailler 24 heures sur 24 avec son mari, vas-y, et puis tu reviens nous voir si ça continue toujours. Et ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté pour d'autres raisons, besoin de fonds de roulement et tout ça. Ouais, c'est quand même gros, hein? Exactement. Et donc, quand j'ai terminé avec cette expérience, je me suis dit que je lancerai une activité moins budgétivore, le conseil, et puis une activité dans laquelle j'ai compétence, c'est-à-dire le conseil en marketing et tout ça. Voilà. Donc, c'est comme ça que je crée Advantage, avec le soutien de mes patrons qui soutiennent notre initiative quand même et qui me disent vas-y, on t'offre ton premier marché et ton premier contrat, donc je travaille à mi-temps et puis voilà, ça. Donc ça a été une très très bonne opportunité pour moi que j'ai saisie. Oui, et qui a été encouragée, ce qui était bien et soutenu. Exactement. C'est très bien. Voilà. Mais donc, et pourquoi tu penses que tes autres, bon, à part celle que tu as créée avec ton mari, bon, tu as expliqué qui était budgétivore, par exemple, ton atelier de couture, je pense que tu en as déjà parlé d'ailleurs. Cette histoire, elle m'a fait un peu rire. Elle m'a fait rire parce que, alors, je veux dire, de chacune de ces entreprises qui n'ont pas survécu, il y a une leçon que je tire. Et celle de l'atelier de couture, en fait,
c'est cette dépendance qu'on a vis-à-vis du personnel technique, des couturiers. Voilà, quand on n'a pas de compétences dedans, on dépend à 100% du couturier. Tout à fait. Et donc, on dépend de son humeur, on dépend comment je vais dire, de sa créativité et tout ça. Et donc, le jour où il n'est pas en forme, c'est vous qui payez après pour tout ce qu'il a raté comme tenue. Et donc, après, quand j'étais indisponible parce qu'enceinte, attendant mon premier fils, ça n'a pas été du tout évident. Et donc, on a dû fermer. On a dû fermer. Mais j'aime beaucoup ce conseil parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne réalisent pas qu'il faut quand même avoir une certaine expertise dans le domaine. Si vous êtes entrepreneur, il faut quand même connaître. Pour moi, c'est important. Ce que vous vendez. C'est important. Voilà, parce que... Et surtout que de nos jours, la formation, elle est ouverte. Tout à fait. On peut la faire en ligne, on peut la faire... je veux dire, pendant ses vacances, on peut approcher des professionnels et puis comprendre. Il est important de comprendre, en tout cas, le domaine dans lequel on se lance. Sinon... c'est ça, tout à fait. Mais pour toi, cet amour de l'entrepreneuriat est venu parce que souvent, on dit aux jeunes, il faut peut-être travailler un peu avant de se lancer dans l'entrepreneuriat. Est-ce que c'est un conseil que tu donnerais? Si tu dois donner un conseil à un jeune, est-ce que c'est un conseil que tu donnerais? Travailler avant de vous lancer dans l'entrepreneuriat? Je veux dire, il n'y a pas d'ordre prédéfini. Alors, j'ai participé à une conférence avec 2 autres femmes. La première, elle n'avait jamais travaillé avant de se lancer. Moi qui avais fait à peu près 10 ans avant de me lancer. Et la troisième femme qui est partie à sa retraite et qui s'est lancée dans ce qui la passionnait. Et donc, chacune avait son histoire et tout ça. Mais moi, je dois dire que ma mère m'a beaucoup aidée dans, comment je vais dire, dans ce choix-là. Ma mère, elle est une autodidacte dans tout ce qui concerne la restauration et tout ça. Et j'aime le dire, ma mère n'est pas allée à l'école, ma mère ne sait pas lire, elle ne sait pas écrire. Et donc, elle a fait toutes sortes de petits commerces. De la loco au beau flotto, en passant par les légumes qu'elle allait racheter, qu'elle revendait. Elle a fait toutes sortes de petits commerces. Et donc, pendant qu'on était au lycée, quand on sortait de l'internat, on prenait vraiment plaisir à l'aider. Ma soeur et moi, c'était une sorte de concurrence. Est-ce que toi, tu as vendu plus que moi aujourd'hui? Voilà, maman, repose-toi. Et donc, c'est comme ça que petit à petit, on est rentré dans le commerce. Avant, on disait commerçante. Maintenant, on dit entrepreneur. Donc, voilà. Donc, l'apprentissage s'est fait comme ça. Et puis, je pense que moi, je suis celle qui a le plus développé cette fibre-là. Et donc, j'ai continué. Donc, chacun fait son cheminement. C'est pas... Voilà, chacun fait son cheminement. Et les Américains, ils sont bien placés pour le vivre. La formation, elle se fait à tout moment de la vie. À tout moment. Donc, on peut s'arrêter et puis aller apprendre et puis repartir dans quelque chose. Mais c'est important quand même de comprendre son business. C'est important. Ah oui, voilà. ça, on est d'accord. On est d'accord. On est d'accord parce que tu ne connaissais rien à la couture et ça ne pouvait pas marcher. Exactement, j'en ai tiré les leçons. Donc, la prochaine fois que j'ouvre un atelier de couture, je prends peut-être 6 mois à me former auprès de quelqu'un et comprendre au moins comment est-ce que ça se fait la coupe et tout ça, quoi. Ça. Non, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent « Ah, j'aime ça et donc je peux le faire ». J'imagine que tu aimes beaucoup la mode. Exactement. Et tu aimes beaucoup t'habiller, mais ce n'est pas la même chose que la couture. C'est pas pareil, c'est pas pareil. Tout à fait. Le Festival des Grillades. Comment on arrive à ce festival? Même si je vois que tu étais à Yopougon, tu connaissais tous les maquis. Donc, quelque part, je vois d'où ça vient, mais explique-nous un peu. Alors, le Festival des Grillades est né un peu dans la difficulté. Ah bon? Oui, dans la difficulté. Tu sais, quand on a son entreprise, qu'elle est jeune, qu'elle n'a pas de référence, elle n'a pas de clients sûrs, elle vit un peu au jour le jour. Tout à fait. Et donc, tant qu'un client ne vient pas, comment je vais dire, te présenter un brief, te dire, viens déployer une activité pour moi, tu es là et tu attends. Et donc, on avait des débuts d'année extrêmement difficiles pendant les 3 ou 4 premières années. Et puis, un jour, on s'est dit, ça suffit. On a une très bonne expertise dans tout ce qui concerne l'agro-industrie, dans tout ce qui concerne l'alimentaire. Il y a des opérations qu'on implémente pour nos clients. Il faut qu'on soit autonome un tout petit peu.
Et donc, on s'assoit, il faut qu'on ait un événement à nous, une activité à nous. Alors, ça peut être quoi? C'est une exposition, c'est un concert, Et puis, mais tout naturellement, le brainstorming nous a ramené vers un événement culinaire. Et donc, on s'est dit, bon, il faut qu'on fasse un show de bouffe. Et donc, pour le nom, c'était Garba Party, Bouffe Party, Garba Show, des trucs hallucinants. Je préfère le festival des grillades. Et donc, après, on s'est dit, bon, on va rester dans quelque chose d'un peu plus conventionnel. Festival des grillades. Mais pourquoi les grillades? Les grillades, parce que c'est le plat, je veux dire, qui fédère le mieux les populations. Absolument. Voilà. Chaque personne a une grillade qu'elle aime, soit du poisson, du cabri. Il y en a qui aiment bien le cabri et se déplacent pour aller manger le cabri. Donc, chacun a sa grillade, que vous soyez jeune, moins jeune, nanti. Tout à fait. Chacun a une grillade quelque part. Mais est-ce que vous faites aussi des grillades de légumes? Parce que il y a des gens qui ne sont pas, comment on appelle ça, ceux qui ne mangent ni de viande ni de végétarien. Ah, c'est vrai que les végétariens nous mais il faut y penser, hein. Il faut qu'on y pense d'ailleurs. Oui, parce que les champignons en brochette grillés, c'est excellent. J'ai déjà dégusté du choukouya de champignons d'une productrice locale de champignons. Absolument, c'est pas mal. Voilà, et ça peut être votre côté végétarien. Je vais te raconter une petite anecdote sur les légumes. Alors, on a participé en 2012, je crois, avec 3 de nos restaurateurs au championnat du monde de barbecue. Ah, il y a un championnat du monde de ça. Où ça? Ici? Mais qui est tournant. Ah oui, et donc, là, dans différents pays. en Australie. Et l'année où on a participé à ce festival, il se déroulait au Maroc. Et donc, on a vu les Américains débarquer avec leurs gros véhicules qui déploient. Mais c'est hallucinant. On était là avec notre petit barbecue. On a fait partie, 3 de nos restaurateurs. Lauréat du Festival des grillades au Maroc. Et donc, les menus étaient imposés. Ils vous imposent les menus, ils vous imposent les ingrédients. Donc, tu n'as pas de bouillon à rajouter. Donc, ils nous imposent tout ce qu'il faut faire. Et dans le barbecue à faire, il y avait du maïs. Tu sais bien, il y avait des légumes. Ce n'était pas évident pour nous, je peux te dire. Mais et pourtant, c'est des choses qu'on grille, en fait. Oui. Donc, ça peut faire partie. Ça peut faire partie. Il faut qu'on pense aux végétariens. Très, très bonne idée. Ça peut ramener du monde aussi. Je pense. Donc, pour la prochaine édition, quelle sera la nouveauté? Justement, les légumes, non? Ah, mais ça, tu viens de me souffler ça, justement. Et donc, innovation de taille. Prochaine édition du Festival des grillades, on pensera aux végétariens. Exactement. Alors, les innovations, je veux dire, c'est chaque année qu'on essaie d'améliorer le concept. Et donc, mais surtout s'adapter à l'environnement. Par exemple, tu vois, quand on était en plein Covid, on ne devait pas avoir plus de 50 personnes réunies. Absolument. Et c'est de là que nous est venue l'idée de faire une édition complètement digitale. Oui, une édition complètement en ligne. On s'est dit, mais le Festival des grillades, c'est quoi? J'aime pas manger en ligne. C'est du barbecue. J'aime pas manger en ligne. Non, c'était pas en ligne, je peux t'assurer. Alors, on se dit, Festival des grillades, c'est quoi? C'est 2 éléments principaux. Ce sont les grillades et c'est les concerts. Et donc, si on arrive à faire les concerts en ligne et qu'on arrive à se faire livrer les plats, bingo, on a notre Festival des grillades online. Et c'est ce qu'on a fait en 2020, en plein Covid. Et je peux t'assurer que c'est une idée qu'on est en train de creuser. Et ne sois pas surprise qu'un jour, on ait un Festival des grillades complètement virtuel où on ait des... Mais comment on mange? Comment on mange? On se fait livrer tout simplement. Voilà. Mais c'est pas la même chose. On se fait livrer, pas on aussi se met devant son écran et puis on... Oui. Mais bon, maintenant que le Covid est fini, les gens sont heureux de se rassembler aussi, parce que ça a été difficile quand même. Ça a été très difficile. Ça a été difficile. Et pour vous aussi même. Pour nous, ça a été difficile, oui. Parce que même se réadapter et puis que les gens apprennent aussi à se réadapter, c'est pas évident. Les gens comme moi qui aiment sortir, voir le monde. Exactement. Et un événement public comme le Festival des grillades, il est vraiment difficile d'imposer des règles. Tout à fait. Oui. Voilà, vous les répétez pour que ça marche pas. Et donc pour cette année, je pense qu'on fera une étape avant l'événement lui-même. Donc, ce sera une escale qu'on fera dans une très, très belle ville, pas très loin d'Abidjan. Intéressant. Alors, la Fondation Advantage, éducation de la jeune fille, autonomisation des femmes.
Alors, actions concrètes sur le terrain. Quelles sont vos actions? D'accord. Je vais te dire un peu déjà pourquoi cette fondation. Alors, je te disais tout à l'heure que ma mère, elle ne sait pas lire, elle ne sait pas écrire. OK. Alors, pour moi, quand on est issu de femmes, comment je vais dire, comme ma mère, qui n'ont pas eu cette chance d'aller à l'école, mais qui ont su quand même insister auprès de leurs enfants pour leur montrer l'importance des diplômes pour sortir de là où ils sont, je vais dire qu'on n'a pas d'autre choix que d'aider d'autres femmes à s'instruire, quel que soit leur âge, quel que soit leur niveau. Et donc, c'est de là qu'est venue l'idée de créer ou d'orienter cette fondation vers l'éducation de la jeune fille. Parce qu'au départ, comme toutes les fondations, on a fait un peu de tout, hein. On a réhabilité des écoles primaires, on a mis des cantines, on a donné des kits scolaires. Et puis, à un moment donné, pour moi, ça a été un besoin, mais qui s'est exprimé fortement pour l'éducation de la jeune fille. Et pour moi, il faut donner la chance à toutes les filles, où qu'elles soient, mais vraiment d'avoir accès à cette éducation-là. Et donc, ça se matérialise comment? Pour les écoles primaires, en plus d'installer les bibliothèques, on s'est dit qu'il fallait qu'on rentre dans les familles, qu'on aide des petites filles qui n'ont pas la chance d'avoir des répétiteurs, qu'on les aide à réviser, comme ceux des quartiers nantis ou des quartiers moyens où il y a toujours un répétiteur quand les parents n'ont pas le temps de venir aider. Et dans ces quartiers-là, les parents sont à leur commerce toute la journée, ils rentrent, je ne suis pas sûre qu'ils s'assurent que les enfants aient révisé. Et donc, depuis 2 ans, on a recruté des répétiteurs, des étudiants qui sont bénévoles et qui vont dans ces quartiers à Yopougon, à Koumassi, et qui aident ces petites filles à réviser 2 fois par semaine. Et pour la phase test qu'on a faite en 2020, je peux t'assurer qu'on a eu de très très bons résultats. 80% de ces filles avaient progressé et elles avaient eu toute la moyenne pour passer en classe supérieure. Et donc pour nous, c'est important d'apporter un soutien à domicile à ces enfants. Tout à fait. Parce que déjà, les effectifs dans les écoles publiques sont pléthoriques. Et donc, on n'a vraiment pas la chance, si on n'est pas brillant, de s'accrocher. Et donc, c'est notre principale activité qu'on appelle soutien scolaire à domicile. Donc, en plus du kit scolaire qu'on leur donne, on les accompagne toute l'année et voilà. C'est super. Et donc, pour nous, c'est de pouvoir les accompagner jusqu'au lycée, de les récupérer au lycée. Donc, pour les lycéennes, on a de petites bourses d'études. À l'époque, je veux dire, nous, on avait des bourses d'études, on était contents d'avoir des bourses d'études, mais tu sais combien c'était les bourses d'études? 36 000 francs. 36 000 francs, mais on était contents d'avoir 12 000 francs par trimestre. Aujourd'hui, ça ne... Voilà. Et donc, je veux dire, on peut, comment je veux dire, aider les familles en mettant en place de petites bourses, mais vraiment pour des filles méritantes. Il faut le mériter. Donc, ça, c'est pour les classes secondaires. Et puis, on espère pouvoir construire à moyen terme une école gratuite pour filles, mais une école d'excellence pour filles venant de milieux défavorisés. Donc, voici un peu comment elles s'expriment. Mais comment vous faites? Est-ce que vous faites par matière? Parce que bon, il y a les maths, il y a le français, ou bien vous avez... On a un répétiteur, voilà, au primaire. Un peu général, voilà. oui, voilà. Au primaire, c'est général. Oui, c'est vrai. Donc, parce que moi, c'est vrai. C'est vrai, on a un répétiteur qui vient aider. Ouais, et en milieu professionnel, ce que j'ai expérimenté dans des instituts, c'est de pouvoir accompagner les travailleuses et les aider à s'alphabétiser. Oui, c'est ça. OK. Et donc, aider ces filles-là à revenir sur les bancs de l'école. Et donc, ce que je fais, je recrute également des répétiteurs qui viennent sur place. Elles vont sacrifier une demi-journée quand même de leur jour de liberté, là. Une demi-journée, le répétiteur, il vient sur place et il enseigne aux filles en fonction de leur niveau. Et je peux t'assurer que ça leur fait du bien. Elles ont gagné en confiance et elles insistent elles-mêmes pour continuer. Il y en a qui sont arrivés jusqu'au CM2, on va leur faire peut-être passer l'entrée en 6e, mais je pense que c'est important
de soutenir toutes ces jeunes filles. C'est important de soutenir les femmes au niveau de l'éducation. Tout à fait, c'est très bien. On va finir sur ton livre intitulé « Ma cuisine ivoirienne ». Exactement. Alors, est-ce que c'est pas un peu répétitif, ma cuisine ivoirienne ou... Non. Non? C'est quoi un peu la différence Alors, avec d'autres livres de cuisine? J'aurais pu dire cuisine ivoirienne. Et je n'ai pas eu cette prétention-là de vouloir, comment je dis, représenter toute la richesse culinaire dans un seul livre. Donc, ma cuisine ivoirienne, parce que ma cuisine ivoirienne, c'est ma sélection de plats. Ce sont des plats qui m'ont marqué. D'accord. Et vous allez voir, il y a beaucoup de plats à Caen. Guaguassou. Voilà, parce que je suis à Caen. Et donc, j'ai évolué dans cet environnement-là. Et donc, ce sont des plats qui m'ont marqué. Mais Florence, moi, j'ai une question. Où est mon plat aujourd'hui? Ton plat? Tu as fait un livre et puis tu ne m'as même pas amené. Tu as parlé de guaguassou, tout ça. Là. Mais j'ai hésité. Quand je t'ai vu, je dis, mais est-ce qu'elle mange du guaguassou? Fallait emmener. Est-ce qu'elle aime le guaguassou? Tu aurais dû emmener, j'allais te faire honneur. Bon, c'est pas fini. C'est pas fini. On pourra tester. De toute façon, je t'ai cherché dans la ville. Est-ce que je vais te trouver avec mon plat? Elle était désespérée. Je vais te trouver au... Elle était désespérée, finalement. Je vais te retrouver au Festival des Grillades. Mais là, ce sera un plaisir. Vraiment. Tu ne manges pas pendant une semaine. Et puis, je reprends tous mes kilos ce jour-là. Exactement. Il n'y a pas de souci, ce sera avec plaisir. Donc, c'est vraiment un livre de 55 recettes, des goûters, des jus. De choses qui t'ont marqué, Des plats qui m'ont marqué et qui ont marqué beaucoup d'Ivoiriens. Et donc, c'est un beau voyage pour moi à travers la Côte d'Ivoire, à travers les générations aussi. C'est super. Je veux mon livre et je veux... je veux une des spécialités qui sont dans le livre. Tu feras, comment je vais dire, au pif comme ça, tu mets le doigt dessus, je te fais ça. D'accord, il n'y a pas de souci. D'accord. Bon, merci beaucoup, Florence. Mais écoute, c'est passé vite. C'est vrai, tu veux continuer à discuter? Je peux continuer. Les caméramans vont nous tuer. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Alors, on fait la promotion des entrepreneurs africains et donc on offre... un cadeau à l'invité, voilà. C'est super. Voilà, là, c'est rwandais, c'est Art Kissy Déco. Art Kissy, c'est une jeune dame qui a sa boutique ici. Mais tu sais qu'il y avait des boucles d'oreilles à l'intérieur aussi? J'ai vu. Oui, c'est vrai. C'est toujours des boucles d'oreilles. Ça irait bien avec ta tenue. C'est magnifique. Ouais. Et en plus... avec les paniers. Les paniers, tu sais qu'on a une histoire en commun sur les paniers. Donc, ça ira très bien avec. Tu sais que j'adore les paniers, donc je sais que tu sauras quoi faire avec ça. En tout cas, merci beaucoup, c'est très beau, c'est très beau. Et donc voilà, Mayaka Abidjan aussi. Mayaka, c'est une dame qui fait, elle a sa boutique de senteurs, elle fait des bougies d'été. Très bien. Voilà, et voilà le paquet. Donc je pense qu'il y a une bougie et une senteur à l'intérieur. Mais que tu pourras découvrir. C'est tellement bien présenté. Oui, n'est-ce pas? Mais écoute, moi je suis de plus en plus fière de nos artisans. Absolument. Parce que... il y a un effort. Ça monte en niveau. Ça monte en niveau. Packaging, il y a un effort, qualité absolument, et tout ça. Absolument. En tout cas, merci beaucoup. Je t'en prie. Je testerai et puis je te ferai un petit retour. S'il te plaît. Et surtout, n'hésite pas à la taguer si tu es satisfaite et lui faire un remerciement. Ça lui fera plaisir. Voilà. Avec plaisir. Merci beaucoup, Florence. C'est très gentil. Merci. Merci. Alors, écoute, Aïssata, je ne suis pas venue les bras ballants. Je suis venue sans la sauce. Mais écoute, j'ai un petit paquet pour toi. C'est gentil. Et vraiment, c'est avec plaisir que je te l'offre. Merci, Florence. Voilà. Merci. Et c'est lourd. Oui. Tu es sûre que ce n'est pas une sauce, ça? Oui, tu peux l'ouvrir. Je peux l'ouvrir. Merci, Florence. Ça fait toujours plaisir de recevoir un cadeau. Donc, décidément, tu emballes, hein? C'est emballé, c'est emballé. Quelques livres et un tablier qui va t'accompagner en cuisine. Donc, je vais faire la photo. C'est chez toi qu'on viendra manger le guaguassou. Oui, c'est ça. La prochaine fois que je rentre en cuisine, je mets le magazine Cordon Bleu, je mets mon tablier et je te fais une photo. Voilà. Et c'est moi qui dois préparer les recettes. Je vais dédicacer le livre. Oh, c'est super. Des collecteurs du Super. Avec des recettes? Avec de très belles recettes. Mais je te promets que je vais en faire une et je vais te faire la photo. Ok. Et je vais mettre mon tablier. Et je vais te dédicacer cette photo.
Merci. Oui, sans souci. Ok, donc il y en a 3, non 4. Oui. Waouh. Ah, et il y a le livre. Il y a le livre dédicacé. Donc en fait, tu me dois plus le livre, tu me dois juste le guaguasso. Super, merci beaucoup Florence. C'est moi qui je montre le livre, donc Ma cuisine ivoirienne. Ouais. Super. Je posais plein de questions, je ne savais pas que j'allais le recevoir, quoi, en fait. Super, merci beaucoup Florence. C'est moi. Merci Florence. Merci. Merci à toutes et à toutes. À très bientôt pour la prochaine émission d'African Woman 2.0. Et avant de nous quitter, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Afrique Femme. Merci et à bientôt. Africa.